je viens de Lyon, donc j'étais pendant 13 ans coordinateur des actions de prévention à l'ALS, l'association de lutte contre le sida, qui intervient en région Rhône-Alpes. Je suis aussi formateur en éducation à la sexualité pour l'éducation nationale, enfin, en partenariat avec l'éducation nationale. Et puis, co-responsable du DU Conseil éducation à la sexualité qu'on a créé à Lyon il y a maintenant à peu près 6 ans. Je suis aussi, depuis 2 ans et demi, 3 ans, enfin quasiment 3 ans maintenant, élu à la ville de Lyon. Je le dis parce que, vous allez voir, j'arrive à faire le lien aussi avec tout ça. Je parle un peu de politique, parce que la sexualité est très politique. Mais ça vous dit aussi d'où je parle, c'est important. Donc élu adjoint au maire de Lyon, adjoint à la sexualité des Lyonnais. Ça n'existe pas. Adjoint à personnes âgées, qui, voilà, à l'inverse du public dont on va parler aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, je travaille plutôt avec des jeunes, mais là, c'est vrai qu'on m'a mis les personnes âgées. C'est très intéressant aussi de travailler la question de la sexualité avec eux. Non, vous n'êtes pas trompé de conférence, c'est bien les adolescents. Donc on m'a demandé de parler des nouvelles pratiques sexuelles et la prise de risque chez les jeunes. Alors déjà, je voulais aussi remercier le théâtre de m'avoir invité. Je suis souvent invité. Là, je n'étais pas venu depuis 2-3 ans, en partie à cause du Covid. Moi-même étant aussi indisposé l'année dernière. Donc là, je suis très heureux de revenir parce que je trouve que c'est toujours des journées très enrichissantes. Moi aussi, je suis très attaché à ce qu'on puisse parler de ces publics adolescents pendant une journée entière. En tout cas, très heureux qu'une journée leur soit dédiée. Donc merci aussi au docteur de ces invitations à répétition. J'ai essayé de vous faire une présentation assez large. Voilà, je suis en introduction, donc assez large, et en même temps, je me suis rendu compte finalement on avait assez peu de données aujourd'hui sur la sexualité des adolescents. En tout cas, celle qu'on a, elle commence à bien dater. Donc j'ai dû rechercher ce qui se rapprochait peut-être le plus de la France, et en tout cas un pays qui se rapprocherait le plus de la France et qui avait des données beaucoup plus récentes et intouchables. J'ai la chance moi, d'avoir travaillé avec la Belgique pendant à peu près 5-6 ans, et notamment la partie francophone. Et c'est vrai qu'ils ont la chance d'avoir des recherches, en tout cas enfin, des études sur les jeunes tous les 4 ans, des études extrêmement précises, donc je vais aussi me reposer dessus. Moi j'interviens toujours dans ce champ de la sexualité, en tout cas dans les 3 sphères de la sexualité. Donc mon approche sera à la fois sur le champ biomédical, à la fois sur le champ psycho-affectif et puis sur le champ social. Donc je vais essayer de balayer un petit peu comme ça cette problématique des adolescents à travers ces 3 champs. À la fois donc à travers ces études belges qui se rapprochent énormément quand même de ce qu'on peut retrouver en France. Parler aussi des rencontres que je peux faire. Je vais oublié de le dire, mais j'ai maintenu quand même une activité à Lyon, on a créé un centre de santé sexuelle il y a maintenant 8 ans, aujourd'hui qui s'est labellisé Centre de santé sexuelle Le Griffon, donc à Lyon, une nouvelle entité qui fait partie des 4 centres de santé sexuelle qui ont été créés en France. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir consulter là-bas. Et je me rends compte que d'ailleurs depuis le Covid, on reçoit de plus en plus de jeunes. Donc ça me permet aussi de porter une parole un peu sur ce que peuvent me dire les jeunes en consultation. Et puis ma dernière partie qui sera plus effectivement sur ce champ social et un peu les grandes tendances qu'on peut observer aujourd'hui, en tout cas les grands mouvements ou la grande dynamique. Je vais démarrer donc sur l'étude un peu des Belges là, qui date donc de 2018, donc qui est assez récente et qui nous donne énormément d'informations. Je vous invite en tout cas, là j'ai essayé de prendre un peu les points les plus qui me semblaient les plus importants à vous transmettre, mais je vous invite à aller la regarder de plus près parce qu'elle est extrêmement précise. Elle a une cohorte, en tout cas une file active qui est assez importante, parce qu'on est à plus de 2000, entre 2 et 3 000 répondants. Et elle a le mérite de se faire tous les 4 ans, donc ils ont cette chance aussi de pouvoir comparer
effectivement les évolutions. Et encore une fois, on a des chiffres qui sont, en tout cas, vous avez vu au travail, enfin, pendant qu'on travaillait avec l'équipe de Bruxelles, on a effectivement des choses qui se correspondent avec la France de manière très, très superposable. Donc cette enquête s'appelle enquête HBSC. Elle est réalisée dans les écoles francophones de Belgique et elle porte sur la tranche d'âge des 13-18 ans. Donc le public qui nous intéresse aujourd'hui. Et ils font d'ailleurs un focus assez particulier, notamment sur les 13-15 ans, notamment dans l'entrée de la sexualité de ces 13-15 ans, qui, en tout cas, pour eux, ils ont mis un peu cette limite-là en disant peut-être qu'en dessous de 15 ans, c'est là où on peut avoir le plus de problèmes, en tout cas, en entrant dans la sexualité. Je vais commencer donc un peu à vous la présenter. Là, ce slide, on parlait justement de l'entrée dans la sexualité des jeunes. Donc en 2018, on avait 8,4% des adolescents de 14 à 18 ans ayant eu déjà une relation sexuelle. Avant 14 ans, donc ça représentait, pardon, excusez-moi, je vais la refaire. 8,4% des adolescents de 14 à 18 ans ayant déjà eu une relation sexuelle avaient eu leur première relation sexuelle avant 14 ans. 7,5% à 14 ans, 28,2% à 15 ans, 26% à 16 ans, 13,1% à 17 ans et 7,6% à 18 ans. L'âge du premier rapport est estimé à peu près en Belgique aujourd'hui, là il y avait une enquête beaucoup plus récente que chez nous, entre 16 ans et demi et 17 ans. Je crois que les dernières études en France, on était à peu près à 17 ans et 4 mois pour les garçons, 17 mois et 6 mois pour les filles. Je pense que si on réactualisait ces études, on arriverait à mon avis aux chiffres, enfin en tout cas aux chiffres équivalents à la Belgique. Je pense qu'il y a une petite baisse effectivement assez récente. Donc on voit que ces rapports sexuels effectivement, alors là pour le coup il y a une stabilité depuis 10 ans, alors ils ont perdu effectivement quelques mois, mais il y a quand même une stabilité et les rapports sexuels quand même démarrent aux plus jeunes, en tout cas à partir de 14 ans. Sur le tableau suivant, enfin le diagramme suivant, on a donc qui va porter sur la différence d'âge entre les partenaires. Donc en 2018, on avait près d'un tiers, 29,8% des adolescents de 14 à 18 ans ayant eu déjà un rapport sexuel avaient eu leur première relation sexuelle avec un partenaire du même âge. Environ la moitié des adolescents avaient eu leur première relation sexuelle avec un partenaire plus âgé, 21,6% avec un partenaire d'un an plus vieux et 33,2% avec un partenaire plus âgé de 2 ans ou plus enfin à 15,4%. Et globalement, cette tranche d'âge était portée principalement sur les filles, parce que les filles étaient 2 fois plus nombreuses que les garçons à avoir eu leur première relation sexuelle avec un partenaire plus âgé de 2 ans ou plus. C'est-à-dire qu'on était à 45,5% pour les filles, et 21,3% pour les garçons. Et ça, quel que soit effectivement le niveau scolaire. Donc là aussi, on est plutôt sur une constante. Cette différence d'âge, on l'observe aussi en France depuis de très nombreuses années. Elle a tendance peut-être à se réduire. Effectivement, on était, il y a 20 ans, il me semble, à peu près 4 ans d'écart. Là, elle aurait tendance à se réduire, même si on voit qu'il y a toujours quand même cette asymétrie. Les garçons restent plus âgés, la fille plus jeune. Et effectivement, ça entretient encore les stéréotypes que vous connaissez bien. Quand on a un homme plus âgé avec une partenaire plus jeune, ça ne choque pas grand monde. Quand on a une femme plus âgée que son partenaire, ça peut créer quelques émois. Sur le tableau suivant, donc là on a effectivement une étude qui, sur les conditions effectivement de cette première relation sexuelle. Donc plusieurs questions qui avaient été posées. Est-ce qu'ils en avaient envie? Est-ce qu'ils avaient prévu d'avoir une relation sexuelle? Est-ce qu'ils ne savaient pas comment ils en sont arrivés là? Est-ce qu'ils voulaient faire comme les autres? Ou est-ce qu'ils s'est soumis à la volonté de l'autre?
Donc là aussi, 2018 toujours, on a 71,3% des adolescents de 14 à 18 ans qui indiquaient qu'ils avaient eu envie d'avoir leur première relation sexuelle. 37,3% des adolescents déclaraient qu'ils avaient prévu d'avoir leur première relation sexuelle. En revanche, 15,2% des adolescents étaient d'accord avec l'affirmation, indiquant qu'ils ne savaient pas comment ils en étaient arrivés là. Et on avait environ 8% des adolescents qui ont déclaré qu'ils avaient eu leur première relation sexuelle pour faire comme les autres, ou qu'ils s'étaient soumis à la volonté de l'autre lors du premier rapport sexuel. Donc là, on voit effectivement... après, vous avez une déclinaison aussi sur le deuxième tableau, par genre. Et ce qui est assez intéressant dans cette déclinaison par genre, on se rend compte que finalement, garçons et filles obtiennent à peu près les mêmes résultats, en tout cas presque, hein, sauf sur le voulait faire comme les autres. A priori, ça concernerait plus les garçons. Il y a même d'ailleurs un chiffre qui est assez étonnant, c'est que il y a plus de garçons qui ne savent pas comment ils en sont arrivés là que des filles. Ça m'a assez surpris aussi. Je n'arrive pas à l'analyser. On va peut-être le corréler avec l'étude d'après qui va porter sur la consommation d'alcool. Mais en tout cas, voilà, c'était ce petit chiffre moi, qui m'a alerté. Celui où effectivement il voulait faire comme les autres n'est pas trop étonnant. Par contre, on voit que sur les autres chiffres, hein, on est à peu près sur les mêmes proportions. Bon, on a quand même dans ces chiffres aussi, et ça reste, j'ai envie de dire, inquiétant, on en a quand même 8,5%, enfin en tout cas 13%, pardon. Non, on a 8,5% par contre qui effectivement se sont soumis à la volonté de l'autre. Ce qui reste quand même un chiffre très important. Et effectivement, je suis curieux de savoir s'ils sont allés au-delà de cette question-là, parce que quand on dit que c'est soumis à la volonté de l'autre, je pense qu'on n'est pas très loin, voire même très proche des violences sexuelles. Donc ce chiffre quand même reste assez important et effectivement est toujours inquiétant. Mais là aussi, par contre, quand on voit sur les filles et les garçons, on voit que les garçons, c'est vrai que je viens de le découvrir, là aussi, 9,8% des garçons qui déclarent s'être soumis à la volonté de l'autre, ça reste assez surprenant. Donc je pense qu'il faudrait creuser un petit peu, en tout cas, cette question-là. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément retrouvé en France, d'ailleurs, ce type d'études aussi précises, avec ce type de questions-là. Et ça mériterait, à mon avis, sur les prochaines études qu'on peut mener, en tout cas, avec les adolescents. Alors après, le problème de la France, c'est que mener des études auprès des adolescents, et notamment l'éducation nationale, ça reste extrêmement compliqué. Mais ça, il faudrait à un moment donné qu'on arrive à lever, justement, les problèmes légaux pour arriver à mener des études sérieuses. On continue, donc là, on va nous parler justement de leur ressenti vis-à-vis du moment auquel a eu lieu leur première relation sexuelle. Donc, plusieurs questions qui leur ont été aussi posées. J'aurais voulu que ça arrive plus tôt, c'est arrivé au bon moment, j'aurais préféré que cela arrive plus tard, je ne souhaitais pas vraiment avoir de relation sexuelle, je n'y ai pas pensé. En 2018, toujours, donc la moitié, 49,6%, plutôt rassurant, des adolescents ayant eu déjà une relation sexuelle, considéraient que leur première relation sexuelle avait eu lieu au bon moment. On dit que 7,9% auraient aimé que cette relation sexuelle ait eu lieu plus tôt. Par ailleurs, 15,4% des adolescents auraient préféré avoir leur première relation sexuelle plus tard, et 3,6% ne souhaitaient pas vraiment avoir de relation sexuelle. Enfin, environ un quart des adolescents ont répondu qu'ils n'y avaient pas pensé. Alors ça aussi, la réponse « je n'y ai pas pensé », ça m'a un peu étonné. Mais bon, en même temps, et ça représente un certain nombre. C'est vrai que c'est plutôt rassurant que c'est la presque majorité, en tout cas, disent que c'est arrivé au bon moment. Le chiffre toujours inquiétant, effectivement, je ne souhaitais pas avoir de relation sexuelle, à 3,6%. Donc on peut imaginer que si on revient au chiffre d'avant, de ces 8%, peut-être dans ces 8%, il y avait 3,6% effectivement, dans lesquels on était vraiment sur un rapport forcé.
Là, c'est aussi un chiffre intéressant, enfin en tout cas des données intéressantes. C'était lié à leur consommation d'alcool ou de drogue lors de leur première relation sexuelle. Donc là, enfin en tout cas, moi j'étais plutôt rassuré à la lecture de ces chiffres, puisqu'on avait effectivement 86,9% qui déclaraient effectivement ne pas avoir consommé d'alcool ni de drogue lors de leur première relation sexuelle. 10,4% déclaraient en avoir consommé et 2,7% ne s'en souvenaient pas. On peut penser qu'ils ont consommé. Mais ça reste une supposition. Alors effectivement, ils s'en rappellent vraiment pas. Là, effectivement, tout niveau scolaire confondu, la proportion des adolescents de 14 à 18 ans ayant déjà eu une relation sexuelle et qui avaient consommé de l'alcool ou de la drogue lors de leur première relation sexuelle était près de 2 fois plus élevée parmi les garçons que parmi les filles. Donc là, on voit aussi que la question du genre nous confirme effectivement que les garçons seraient plus à même de consommer, je pense sans doute aussi pour se rassurer. Ces chiffres-là, on les retrouve après, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent par exemple en addicto, mais effectivement, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui ont été faites sur le lien entre consommation d'alcool ou stupéfiants et sexualité. Et à chaque fois, on retrouve à peu près les mêmes proportions, c'est-à-dire 20% à peu près de personnes seraient devenues addictes finalement en consommant pour faciliter leur rapport sexuel ou en tout cas le lien avec l'autre. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à consommer pas l'espoir, parce qu'on ne va pas parler d'espoir, mais dans l'idée d'avoir effectivement, d'être dans une rencontre ou d'entreprendre un rapport sexuel. Donc ces chiffres-là sont assez énormes, et je trouve que c'est toujours intéressant, en tout cas quand on travaille en addicto, d'aller interroger le champ de la sexualité, parce qu'on voit quand même ce chiffre de 20% qui est loin d'être anodin, et qui touche quand même toujours plus particulièrement les garçons. Un petit point aussi sur effectivement l'utilisation de préservatifs et de contraceptifs. Donc 46,2% des élèves donc, âgés de 14 à 18 ans avaient utilisé un préservatif lors de leur dernière relation sexuelle. Donc là je parle bien de la dernière relation sexuelle. Et 62,9% avaient utilisé la pilule. Les plus faibles proportions d'adolescents avaient eu recours à la pilule du lendemain, 6,4%, ou une autre méthode, 6,3%. J'avais regardé aussi leurs chiffres sur l'utilisation du préservatif au premier rapport. On était à peu près sur une constante, on était aux alentours de 73-75%, chiffre qui est quasiment le même, en tout cas qui stable depuis à peu près une vingtaine d'années. Les chiffres en France, pour tous, sont à peu près les mêmes, et je parle bien du premier rapport. Par contre, là, effectivement, sur les rapports suivants, on constate, et en Belgique et en France, une diminution, en tout cas, de l'usage du préservatif et des contraceptifs. Alors, des préservatifs, parce que c'est vrai que les campagnes, quand même, de préservatifs, je ne sais pas si vous l'avez constaté, sont de moins en moins nombreuses. D'ailleurs, on n'en retrouve plus, quasiment. Elles ont été remplacées souvent par des campagnes plutôt dites communautaires qui vont s'adresser effectivement à une certaine population et en utilisant un certain type d'outils. Le préservatif n'est pas forcément tout de suite mis en avant, il fait partie d'une gamme en tout cas d'outils assez différents, ce qu'on appelle la prévention combinée. Et puis par rapport effectivement aux contraceptifs, on a eu ce mouvement à un moment donné. Alors, pas trop où ça en est, ce serait intéressant d'interroger les collègues qui travaillent dans les plannings, un peu ce repoussoir des hormones là qui effectivement dans une dynamique, je ne sais pas comment on peut la qualifier, naturaliste, écologiste, etc. Enfin bref, je ne serais pas forcément qualificatif dessus, mais en tout cas voilà, on sait aujourd'hui que nos jeunes globalement sont moins protégés. Alors c'est vrai que les données par rapport aussi aux tests de dépistage là, vont être un peu faussées parce qu'on a eu quand même le Covid qui est passé par là, donc il y a eu moins de dépistages qui ont été réalisés.
Et effectivement, il va falloir, je pense, attendre 1 an ou 2 ans là, pour voir où on en est réellement. Voilà un peu pour cette étude belge, en tout cas ce que j'ai pu en retirer de plus intéressant. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à la voir dans le détail parce qu'on a vraiment des choses intéressantes. Et moi, je souhaite, en tout cas j'espère, à un moment donné qu'en France, on arrivera à ce même type d'études. Là, je voulais faire un petit point sur... je vais faire une fake news, fake check, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a cette information là qui circule depuis un certain temps, comme quoi les adolescents auraient moins de rapports sexuels qu'avant. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette rumeur, elle part des États-Unis en 2018. Elle part sous l'ère Trump, elle part sous l'ère effectivement d'une période de l'Amérique qui veut appeler un retour en tout cas du puritanisme, avec le droit à l'avortement hein, qui a été effectivement bien mis à mal récemment, avec des campagnes, le retour de ces fameuses campagnes qui vont du côté de l'abstinence. Donc voilà, une info qui n'était pas anodine, en tout cas qui vient d'un média aussi républicain. C'est vrai que derrière, alors les justifications hein, qui étaient apportées, on disait qu'on vit de plus en plus tard chez leurs parents, mais ça c'est pas récent, ça date déjà depuis un certain moment, puis c'est pas parce qu'on vit chez ses parents que ça nous empêche d'avoir des relations sexuelles, a priori. On dit qu'ils seraient stressés par leur avenir, d'éco-anxiété, etc. On dit que effectivement la pornographie en libre accès sur le net émousserait aussi leur désir. Alors oui, à certains endroits, en tout cas oui pour les plus addicts, mais là je laisserai ma collègue de cet après-midi en parler plus dans le détail. Mais ça reste quand même à la marge, hein. C'est pas tous les jeunes qui sont addicts à la pornographie, c'est pas tous les jeunes qui ont un désir émoussé aussi par la pornographie. On parle aussi de Netflix et des réseaux sociaux qui s'invitent au lit. Alors c'est vrai que l'usage de Netflix et des réseaux sociaux s'est largement développé, notamment pendant le Covid. Mais est-ce que ça empêche effectivement d'avoir des rapports sexuels? Je n'en suis pas sûr non plus. Donc là, je vais citer effectivement le docteur Philippe Bruneau. Je trouve que sa citation était assez juste. Hein. Il nous dit qu'aucune étude sérieuse aujourd'hui vient corroborer ce constat en France. Tous les signaux, le maintien de l'âge moyen du premier rapport, la diversification des pratiques, prouveraient même l'inverse. Faire l'amour serait devenu un outil de développement personnel, l'idée selon laquelle il faut multiplier les expériences, bisexualité, polyamour, sextoy, avant 30 ans pour mieux se réaliser et entrer en relation avec l'autre, égalitaire. Donc effectivement, on a une dynamique en tout cas qui est loin de celle qu'on a pu constater aux États-Unis à un moment donné. Là encore, il faudrait corroborer avec des chiffres, il faudrait avoir des études un peu plus sérieuses, un peu plus poussées pour voir effectivement là où on en est vraiment. Mais en tout cas, ne pas tomber dans ce truc, ça y est, nos jeunes sont désespérés, ils baissent plus, ils s'arrêtent. Enfin, la plupart vont bien. Alors, dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais vous rapporter un peu des préoccupations, en tout cas des choses qui me sont remontées de manière assez fréquente. C'est vrai que beaucoup aujourd'hui, alors là, il faut toujours aussi lier quand même aux catégories sociales. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça. On a quand même ces 3 blocs, hein, les jeunes, on va dire, du milieu, on va appeler ça le milieu populaire, une classe sociale ouvrière, etc. Les jeunes qui font partie de cette large, ce qu'on appelle la tranche moyenne, et puis effectivement les jeunes issus des classes sociales privilégiées. C'est quand même toujours très marqué, hein. On voit bien que la sexualité, selon les catégories sociales, reste assez différente. On a quand même ces 2 extrêmes-là, classe populaire et classe sociale, qui effectivement auraient tendance à être plutôt stagnants, on va dire, à la fois dans les stéréotypes, mais aussi dans les représentations.
avec quelque chose qui est un peu installé, qui ne bouge pas sur certaines valeurs, etc. Puis on a cette classe moyenne qui est finalement la plus nombreuse, qui elle, effectivement, bouge beaucoup, bouge très vite sur ces questions de sexualité. Et il y a aussi beaucoup de préoccupations, et là je vais venir effectivement sur la question notamment du genre, où on entend effectivement de plus en plus les termes non-binaires, gender fluide, relevé d'autres, on parle de agent, on parle, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu la préoccupation du moment, en tout cas pour certains, avec des débats très passionnés, très passionnels, très fracturants aussi avec leurs aînés, parce qu'on n'arrive pas forcément à comprendre cette dynamique, dans quoi elle s'inscrit, jusqu'où elle va. C'est vrai que beaucoup d'adultes, enfin en tout cas d'adultes, vont parler effectivement de phénomènes de mode, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va évoluer, je ne sais pas trop effectivement ce qui va en rester, mais en tout cas, je pense que c'est des préoccupations à prendre en compte. Elles sont souvent aussi, comment dire, elles viennent souvent révéler en tout cas un malaise, et effectivement, ça va être important de l'écouter. On a aussi vu, et là pour le coup, c'est directement lié à la crise Covid, enfin en tout cas ça s'est vraiment accentué pendant cette crise Covid, la recrudescence d'interrogations sur des projets de transition actuelle, de jeunes femmes effectivement qui voulaient transitionner vers le masculin. Et ça, effectivement, on a ce phénomène-là qui est dans une dynamique en tout cas très forte, et des revendications très fortes, de plus en plus nombreuses de femmes qui veulent transitionner vers le masculin. Pourquoi ça s'est joué à la période Covid? Moi j'avoue que là aujourd'hui, là encore, je trouve qu'on manque d'études, on manque de recul, on manque de hauteur, on manque de distance pour comprendre aussi ce phénomène. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, je me tourne vers les amis là en tribune. C'est vrai que c'est des sujets qui nous animent beaucoup en ce moment parce que très questionnants. Ce que je peux vous dire, en tout cas pour l'instant, moi en tant que ça reste purement de l'hypothèse et ça reste voilà, des choses que je ressens mais qui mériteraient complètement d'être prouvées, en tout cas d'avoir des études sérieuses pour les payer. Dans ces demandes, effectivement, on peut retrouver des demandes, on va dire, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire des personnes qui ont une vraie dysphorie de genre, comme on a pu le connaître, comme c'est étudié depuis des années. On a des demandes aussi qui seraient plus peut-être pour moi d'ordre un peu militante, revendicative, politique. Quand on va se déclarer par exemple non-binaire ou gender fluide, etc. On vient aussi coller ça au mouvement queer, enfin, là qui serait du coup peut-être une forme aussi d'affirmation dans une société où on veut casser aussi avec les anciens, avec les vieux, avec nous quoi finalement. Moi en tout cas. Et puis peut-être un troisième groupe où effectivement ces demandes en tout cas de transition auraient presque un peu l'effet magique, c'est-à-dire on aurait un trauma, peut-être une violence vécue, peut-être un harcèlement scolaire ou je ne sais quoi, et comme si effectivement cette transition allait à un moment donné balayer un peu tout ce qu'on avait pu vivre comme désagrément, en tout cas dans son sexe d'origine. Voilà, ça reste tout à fait hypothétique. Encore une fois, je n'ai pas du tout envie d'affirmer quoi que ce soit. C'est juste des constatations, parce que c'est vrai que sur ce dernier groupe, moi, ce dont je me rends compte, c'est que ces revendications, en tout cas cette envie de transition, arrivent très tardivement. Elles arrivent plutôt à l'adolescence. Voilà. Et effectivement, dans la grande majorité, ne tiennent pas dans le temps. C'est-à-dire qu'on va s'interroger, ça va durer peut-être 2-3 ans, on va aller consulter, voir du monde, etc. Puis finalement, se rendre compte que le problème, il est peut-être ailleurs. En tout cas, encore une fois, voilà, il va falloir qu'on étudie ça, et je pense qu'il y a des études qui sont déjà en cours, pour effectivement essayer de comprendre un peu mieux dans quoi s'inscrit cette dynamique. Et surtout, dans quelle durée elle va aussi s'inscrire.
Beaucoup de questionnements aussi sur l'orientation sexuelle, mais là aussi, il y a souvent des confusions entre identité et orientation. Moi, je l'entends souvent, des gens, enfin des jeunes en tout cas, qui, quand on leur demande quelle est ton identité, vont se revendiquer par exemple pansexuel. Pansexuel, aujourd'hui, quand même du côté de l'orientation sexuelle. On est attiré par les personnes qui n'auraient pas de genre, en tout cas, on n'est pas attiré par le genre, justement, on est attiré par une personne. Donc à prendre aussi avec des pincettes, hein, on trouve des... Maintenant il y a à peu près une dizaine de... il y aurait en tout cas une dizaine d'orientations sexuelles, les aromantiques, les asexuels, les demi-sexuels, les demi-romantiques. Du coup on a l'impression d'être au bar. Bonjour, je voudrais un demi-sexuel, s'il vous plaît. Frappé, je sais pas trop. Bon. Là encore, on en rit, mais je pense qu'il faut l'écouter, il faut l'accueillir. Il faut arriver à prendre un peu de distance, un peu de recul et pas trop en rire quand ça nous arrive. Et voilà, parce que ça correspond sans doute aussi à une réalité, à un besoin de revendiquer quelque chose, à un besoin de se sentir en tout cas pas seul dans tel ou tel type de pratique, etc. Une tendance aussi que je trouve relativement nouvelle, et ce qui m'interroge, c'est beaucoup qui vont se définir avant d'expérimenter, voire même de désirer. C'est-à-dire, je me revendique comme, je sais pas, aromantique, asexuel, etc. J'ai zéro vie sexuelle. Par contre, je sais que je suis ça. Et ça ne correspond même pas forcément à un désir, en tout cas, on va dire, comment dire, oui, un désir ou une rêverie comme ça qui nous porterait, mais comme une forme un peu de revendication. Et puis qui retombe un peu forcément à un moment donné où on va aller au réel, et puis là, finalement, on va se confronter effectivement à cette réalité, à l'autre, et l'autre, on se rend compte, non, finalement, j'ai pas envie de sortir avec des personnes du même sexe que moi, j'ai peut-être pas forcément envie. Enfin, voilà, c'est assez étrange quand même comme construction. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on était plutôt du côté de l'expérience, et c'est l'expérience à un moment donné qui pouvait nous conduire, ou nous amener peut-être à nous définir. Et là, des fois, c'est assez étrange, j'ai l'impression qu'il y a une forme de phénomène un petit peu inverse, on se détermine avant d'expérimenter. Bon, voilà, étudier aussi, parce que ça reste encore du ressenti. Alors, avec les autres, là je vous livre un peu des choses en vrac, mais il paraît qu'ils me remontent quand même assez fréquemment. De nombreuses appréhensions à se définir en couple. Alors ça c'est vraiment le truc des jeunes là aujourd'hui. T'es en couple? Ah non, je suis pas en couple. Non, surtout pas. On baise, ok. On s'aime de temps en temps, mais on n'est pas en couple. Ok. Mais vous voyez tous les jours. Ouais, on voit tous les jours. Non, on n'est pas en couple. Ok. Bref. Donc cette difficulté à se ressentir, à se vivre en couple, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je pense qu'il correspond aussi à une forme un peu de, peut-être de cassure avec la génération du dessus. Enfin voilà, on vient un peu casser les normes, casser l'organisation, etc. Bon, voilà, c'est visiblement has-been d'être en couple ou de se revendiquer en couple. Donc, malgré tout, ça ne les empêche pas de vivre une relation. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, peu importe. Mais voilà, c'est assez drôle, en tout cas, de voir cette appréhension. Le numérique, qui devient un incontournable dans la relation. Hein. On se rencontre, on se sépare, on communique, on s'évalue. Petite anecdote là, récente, hein, tu as combien de followers? C'est un jeune gay là, qui j'ai reçu en consultation, qui recevait un mec qu'il avait rencontré sur Twitter. Twitter est un formidable réseau de rencontres, sachez-le. Pas que pour communiquer, c'est pas un réseau que pour les politiques, mais c'est aussi un très formidable réseau de rencontres parce qu'on peut y mettre encore des images qui ne sont pas censurées. Et notamment, ils mettent beaucoup de vidéos de soins, de vidéos pornographiques, etc. C'est pour ça que les hommes politiques l'utilisent d'ailleurs. Donc, ce jeune-là, donc avant d'arriver sur Lyon, là, le jeune de Paris qui venait voir celui de Lyon, lui dit, vous faites, t'as combien de followers?
C'est-à-dire, t'as combien de gens qui te suivent sur Twitter? Il dit, pourquoi c'est important? Il dit, ouais, parce que si on mène nos débats, moi j'aimerais savoir combien de gens vont nous suivre quand même. Ok. Bon, il a laissé tomber finalement, il s'est dit, je ne suis pas forcément attiré par ce genre de rencontre. Donc on s'évalue, on baise, on se venge, on se raconte, on se répand, on fait effectivement un peu tout. Et puis j'ai presque envie de chanter, mais au bout du compte, on est un peu tout seul au monde. Voilà, vous connaissez la chanson. Malgré tout, malgré ce nombre d'utilisateurs et malgré cette surutilisation, je pense qu'on peut aussi relativiser le nombre d'infractions par rapport au nombre d'utilisateurs. On se rend compte qu'il y a finalement, alors il y a des infractions, il y en a. Il y a du revenge porn, il y a de l'utilisation d'images à caractère pornographique, etc. Contre la volonté, il y a l'utilisation de l'images à caractère pornographique de mineurs, etc., etc. Mais ça reste finalement assez contenu, je trouve. Et c'est vrai que les jeunes, en tout cas, je trouve, l'utilisent quand même plutôt avec, globalement avec le respect de la loi. Mais là aussi, je pense qu'il va falloir qu'on étudie ce phénomène du numérique de manière, et en tout cas qu'on l'intègre de manière systématique dans nos campagnes de prévention, dans nos approches, parce que effectivement c'est quand même incontournable. Aujourd'hui, tout passe quand même par les réseaux. Donc, dans l'association où je travaille, c'est vrai qu'on a lancé maintenant toute une gamme, on va dire, de vidéos. On a lancé une application, on a lancé aussi maintenant des petits films, etc. à mettre en ligne parce que ça passe par là, quoi. Donc faire une campagne de prévention aujourd'hui en numérique, c'est être à côté du public, quoi. Enfin, on passe complètement à côté du public. Alors là, je l'ai mis vraiment entre guillemets, mais parce que voilà, ça reste quelque chose à mon niveau, à mon échelle, et ce que je constate moi dans mes consultations, de plus en plus de jeunes, filles ou garçons, qui vont effectivement, je trouve, ou en tout cas qui auraient plus de facilité à révéler et à mettre au travail des violences sexuelles subies. Alors, est-ce qu'on est sur une conséquence directe des mouvements MeToo, balance ton corps, etc. Sans doute, en tout cas, c'est vrai que moi, depuis 3-4 ans, on va dire, j'ai jamais eu autant de personnes qui sont venues pour à la fois révéler le fait qu'ils avaient été victimes de violences, mais aussi, évidemment, faire quelque chose et mettre au travail d'un point de vue sexologique. Donc, voilà, je me dis qu'on va plutôt dans le bon sens, mais on sait très bien que voilà, ça reste... peut-être qu'une petite partie émergée de l'iceberg, et il y a encore malheureusement beaucoup trop de victimes qui ont du mal à en parler, qui ont du mal à le dire, qui ont du mal à le révéler, et qui vont effectivement vivre avec ces violences pendant des années et des années. Là, des pratiques qu'on va constater plutôt pour l'instant en tout cas, pour une population HSH, donc on va parler de chemsex. Chemsex, donc c'est le fait de consommer effectivement des substances pendant la sexualité, en amont ou même pendant la sexualité. On le retrouvait plutôt donc en population HSH, des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. C'était plutôt une population âgée jusqu'à maintenant, 35, 55 ans. Là, de plus en plus régulièrement, je me rends compte que ça touche des jeunes, de plus en plus jeunes. Ce fameux là d'ailleurs, patient là qui avait pas assez de followers pour baiser, lui avait consommé dès l'âge de 18 ans. Ça restait encore, on va dire, un peu une consommation maîtrisée, en tout cas c'est ce qu'il en disait. Il me disait, ouais, je consomme une fois par semaine, plutôt dans un cadre festif, etc. Mais on voit que c'est vraiment en train de prendre ce phénomène de chemsex est en train de prendre. Et il ne touche pas que, maintenant plus en tout cas que les populations HSH. Il touche plus globalement, on va dire, la population queer, en tout cas celle qui se détermine comme ça. Il va toucher des bi, des lesbiennes. Et effectivement des jeunes, en tout cas, enfin des personnes de plus en plus jeunes. Et là, je mets vraiment une grosse alerte, parce que l'addiction arrive très vite quand même chez ces consommateurs chemsex, et il est extrêmement difficile d'en sortir aussi.
C'est vrai qu'à Lyon, on a la chance, moi en tout cas j'ai la chance de travailler avec un XAPA où ils sont spécialisés vraiment sur ces consommations. Et on a toujours ce doublon sexo-addicto là qui fonctionne assez bien et qui est nécessaire en tout cas pour parler et traiter cette question du chemsex. Alors, au chemsex, on va effectivement lier la question du consentement, hein, parce que quand on est perché, c'est évident que la question du consentement n'existe plus. Donc là, pareil, je pense qu'on a toute une campagne de prévention, des campagnes de prévention à mettre sur ces publics, ou en tout cas sur ces consommations-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas très développé. Une autre grosse alerte qui m'est remontée, mais là plus par les professionnels, parce que je continue quand même à faire beaucoup de formations auprès des professionnels, et notamment dans le cadre de la protection de l'enfance. Chaque intervention maintenant que je fais dans le cadre de la protection de l'enfance, on me remonte, effectivement, les éducateurs me remontent la multiplication des signalements de prostitution des mineurs, donc de jeunes filles, effectivement, qui sont normalement protégées dans les institutions et qui finalement sont happées par d'autres jeunes pour les prostituer. Avec effectivement ce discours qu'on entend pareil de manière de plus en plus récurrente, serait plus rentable et à risque moins d'être proxénète plutôt que dealer. Et effectivement, on prendrait moins de risques, ça rapporterait quand même pas mal d'argent. Et aujourd'hui, c'est quand même pas beaucoup, comment dire, on n'a pas beaucoup la police, on dit, en fait, très active en tout cas sur ce sujet-là. Ça reste encore assez caché. Avec les réseaux sociaux en plus, c'est assez facile de mettre ces réseaux en place. Donc là, il y a une grosse préoccupation. Là aussi, j'ai très peu de chiffres, j'ai pas de chiffres en tout cas à vous donner sur ces phénomènes-là. C'est juste des remontées de terrain, mais des remontées récurrentes qui effectivement ont quand même de quoi nous inquiéter. Je regarde l'heure. Une dernière partie, donc je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans les anglicismes, je pense que c'était pour faire jeune. Next Society Again. Là, quelque chose, voilà, cette dernière diapo, un peu plus sur constat un peu des évolutions là, de nos sociétés, en tout cas de la société française. Moi, j'ai le sentiment que lentement mais sûrement on se dirige vers une société plutôt dite communautaire, un peu sur le modèle anglo-saxon, avec un universalisme républicain et laïque de plus en plus décrié. Et c'est vrai que l'inspiration américaine, alors est-ce que ça vient de Netflix et autres, en tout cas est de plus en plus forte chez les jeunes et on va revendiquer finalement un modèle de société différent que celui qu'on nous propose depuis de nombreuses années, en tout cas ce système français dit universaliste et dit laïque. Donc c'est vrai que ça interroge aussi sur les mutations qu'on est en train de vivre, et ça va entraîner notamment un renforcement des marqueurs identitaires, mais un peu dans toutes les strates de la société. On va parler, la montée des nationalismes partout en Europe. On voit aussi la montée des revendications religieuses avec son cortège d'injonctions sur la sexualité. On voit les radicalités de genre aussi qui émergent, les mouvements queer, les produits dérivés, les féministes, les néocolonialistes, les réactionnaires, les traditionnalistes, les masculinistes de tous bords, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on a l'impression, on a le sentiment d'être quand même face à une société qui se fracture, qui se resserre en tout cas, et toujours sur le versant identitaire. Beaucoup de philosophes aujourd'hui sont en train d'étudier ce phénomène et d'en parler. Et moi, en tout cas à titre personnel, je trouve assez inquiétant. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire société, on n'arrive plus à partager en tout cas des valeurs communes. Et tout ça évidemment a une influence sur notre sexualité à plus ou moins long terme, ou en tout cas aura des influences sur notre sexualité, sur notre vivre ensemble. Et je pense qu'il faut aussi qu'on y soit vigilant. Donc c'est pour ça que je vous invite, en tout cas, quand vous allez travailler sur ce champ de la sexualité, de ne jamais oublier ce champ social de la sexualité qui est extrêmement important, qui va recouvrir évidemment le champ de la loi. On a une intervention cet après-midi, donc
une intervention cet après-midi sur justement le rapport des jeunes avec la loi, mais plus largement la question de la culture, la question aussi des religions, etc., qui forcément ont une influence sur la manière dont on va vivre notre sexualité. Pour conclure, et c'est Philippe qui l'a dit, je vais reciter Philippe Bruno, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris, en préparant, parce que j'ai trouvé que c'était plein de bon sens. La seule chose donc, qui a vraiment changé, c'est l'évolution de la dynamique dans la relation homme-femme. Les jeunes femmes prennent plus d'initiative, hésitent moins à dire non quand elles n'ont plus pas envie et revendiquent le droit à la jouissance. Il n'est pas impossible que cela génère une peur de la panne chez une partie des jeunes hommes les plus fragiles et qu'ils se réfugient dans l'amour platonique. Quant à la pornographie sur Internet avec laquelle ils sont nés, cessons de l'incriminer, elle sert à 90% de la masturbation qui est le gage d'une vie sexuelle épanouie. Avec le temps, les jeunes commencent à faire mieux qu'auparavant la part des choses entre image et réalité. Pourquoi alors tant de bruit autour de la sexualité de nos jeunes? Depuis 50 ans, les comportements évoluent à petits pas et dans le même sens. Remarque donc le docteur Bruno. On cherche le scoop, mais aussi à se rassurer sur notre propre sexualité. Le « c'était mieux avant » fait apparemment toujours recette. Merci de votre attention.